Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Allez, let's go. Je où. Ok, je te lis ma petite intro. Oui. Tu me fais une petite danse là, un petit ou? Oui, je me prépare mentalement et physiquement. J'adore. Ok, c'est parti. Alors, bienvenue Lucas chez moi. Lucas, tu as 26 ans. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit « Je ne sais pas comment aborder les gens sur un plan intime ». Comme si tu n'avais pas les bons codes pour ouvrir la porte. Tu m'as dit, je cite, « Quand je croise quelqu'un qui me plaît, comme je suis plus fin, plus féminin, je me dis « Ce garçon est masculin, donc il va me rejeter ». Tu es donc fin, féminin, ton genre est fluide, mêlant masculin et féminin. Alors comment faire dans un monde gay qui valorise tant les muscles et les mecs dits virils ? Tu as du mal à trouver ta place. Et tu es noir. Ça rajoute un tas de racisme et de projections erronées qui rendent ton chemin plus difficile. On t'a déjà dit, par exemple, sur Grindr, « À toi, puisque tu es noir, puisque tu es antillais, tu dois aimer le sexe sauvage. » Alors que non, pas du tout. Toi, Lucas, tu es un grand sentimental qui cherche le corps à corps sensuel. Sentimental qui se pose plein de questions sur la solitude et l'amour avec un grand A. Un des sujets dont tu voulais parler aujourd'hui, c'est ta, je cite, détresse en amour. Tu es sentimental et un peu angoissé aussi. Quand on s'est vu à l'apéro entre auditeurs, il y a quelques jours, tu m'as dit que tu appréhendais un peu notre enregistrement. Je t'ai rassuré, mais là je vais te demander d'abord comment tu te sens. Premièrement, je dirais, je me sens un petit peu en appréhension et en excitation. Parce que j'ai très envie de parler, de partager mon expérience. Et d'un autre côté, j'ai très très peur parce que je me mets à nu complètement. Ouais. Et c'est aussi par la radio, parler dans les podcasts, en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais continuellement. Ça va être un peu la première fois, tout seul en tout cas. Ça va super bien se passer. Moi, j'ai des très bons pressentiments. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, je suis désolé, comme tu disais que ton genre est fluide, tu veux que j'utilise quel pronom? Alors, généralement, mon genre au masculin, ce qui est très bien. Ok. Genre au féminin, si tu veux aussi, il n'y a pas de souci. Ça marche. Avant qu'on se lance, j'avais envie... j'ai reçu un message d'un auditeur que je trouve important, et si tu veux bien, je prends un petit temps rapide pour le lire et pour y répondre. Bon, je te demande ton avis, mais en vrai, je ne te le laisse pas tout à fait, mais tu hoches de la tête très gentiment. L'auditeur, voilà son message. Bonjour Guillaume. À l'écoute des derniers épisodes avec Jules de Genève, j'ai été pris d'un sentiment étrange qui n'est jamais apparu dans le passé alors que je t'écoute depuis des mois. Il m'a semblé assister à une confrontation plutôt qu'à un entretien. Par moments, j'ai été tétanisé comme lorsqu'on assiste à une tension, voire un début de dispute entre deux personnes. Je n'ai plus tous les moments en tête, mais le fait que Jules assume la grossophobie, par exemple, ou qu'il se genre au féminin lorsqu'il se dévalorise, m'ont particulièrement crispé, car je sentais que toi, Guillaume, allais rebondir immédiatement. Bref, ma question est la suivante. Comment as-tu vécu cet entretien, et ai-je raison d'avoir senti une tension ou est-ce une mauvaise lecture de ma part ? Toi, t'as écouté l'épisode de Jules, justement, un des récents ? Oui, j'ai écouté le premier, en tout cas. La première partie, oui. T'aurais aucun problème si tu ne l'avais pas écouté. Hein. En fait, je crois qu'il s'appelle Ben, cet auditeur, et il a mis ça à un endroit sans me donner ses coordonnées, donc je peux pas lui répondre directement, je sais pas comment le joindre, mais il a raison. Puisque moi, après l'enregistrement avec Jules, je lui ai envoyé à Jules un texto en lui disant est-ce que ça va toi, quelques jours sont passés depuis je sais plus ce que je lui ai dit exactement, mais comment tu te sens ? Parce que moi, je me suis pas trouvé très bon dans ton entretien. Et j'avais à cœur de le mentionner là. Donc Jules m'a dit non, pas de problème. Parce que bien entendu, tu vois, si la personne qui est interviewée est pas bien ou pas heureuse de son témoignage, on retire, tu vois, il y a pas de problème. Jules m'a dit non, pas de souci. Et en fait, pour moi, c'est important parce que je pense que c'est
un des endroits sur lesquels je vais faire particulièrement attention dans le futur. Et donc le dire ici, c'est faire mieux la prochaine fois, mais dans le sens voir pourquoi ça arrive. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles ça arrive. Et troisièmement, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout entendu ça et qui, quand ils vont m'entendre là dire tout ça sur cet entretien avec Jules, vont dire « j'ai absolument pas vu le problème ». Donc c'est vraiment subjectif. Moi, je suis d'accord avec cet auditeur. J'étais très stressé. Dès que je suis stressé et fatigué, je perds ma capacité à écouter l'autre avec curiosité et empathie. Et premièrement. Et deuxièmement, si l'autre me ramène à mes propres limites, peurs ou fantasmes, jardin secret que j'ai pas tout à fait nettoyé, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me ramènent à mes fantasmes et ça me va. Enfin, tu vois, genre je me sens aligné, mais quand je me sens pas aligné, j'ai déjà observé que je me mettais un peu je devenais plus agressif. Et j'ai trouvé qu'avec Jules, quand j'ai refait le débrief dans ma tête, il a manqué quelques questions, tu vois, de ma part. Le propos de Jules, c'était autour de l'amour, de tomber amoureux, d'avoir une sexualité moins plan cul et plus amoureuse, etc. Il parlait aussi beaucoup de sa recherche du corps parfait. Enfin, il a dit, moi, je kiffe vraiment les corps parfaits. C'est notamment à ce moment-là où je me suis un peu crispé. Et de ces blocages à être pénétré. Et j'ai trouvé, en effet, que je manquais de soin dans ma façon de l'écouter. Et aussi que ça venait piquer des choses en moi. Et que, au lieu de juste poser plus de questions, tu vois, notamment, j'aurais eu envie de lui demander, mais c'est quoi pour toi être amoureux ? Est-ce que tu peux me décrire le sentiment amoureux ? Est-ce que tu peux me décrire... Enfin, tu vois, d'avoir plus des questions. En fait, un bon intervieweur, c'est quelqu'un qui pose des questions ouvertes. Et je suis à l'aise de peut-être donner mon point de vue, mais tardivement dans l'entretien, tu vois. Or là, je me suis crispé trop rapidement parce que ça me ramène à plein de trucs, quoi. Donc voilà. Pour réagir à ça, c'est peut-être vrai, genre j'ai pas écouté jusqu'au bout, le troisième épisode, deuxième épisode, mais peut-être que la personne a son intérêt, l'auditeur qui t'a contacté a son intérêt à dire une chose comme ça, dans le sens où toi-même tu le reconnais et lui a senti peut-être une tension, mais j'ai envie de te dire aussi que c'est peut-être normal parce que on est d'humain à humain et on réagit aussi à des sujets qui sont très forts de l'intime et ça convoque beaucoup de choses, tu vois. Je veux dire, tu peux pas rester impassible par rapport à ça. Et quand bien même on parlerait à la télé de sujets d'actualité, je pense difficilement que même les journalistes eux-mêmes et les animateurs télé restent neutres. Ils sont peut-être formés, entraînés à ne pas réagir au niveau de leur visage, leur grimace. Mais je pense Oui, je suis un petit être humain, quoi. Bien sûr, je pense que c'est vrai. Tu dois pas non plus je ne suis être pas un robot. Dur, voilà, dur avec toi. Et c'est normal que si tu ne t'es pas reconnu ou si t'as été si tes oreilles un peu entre guillemets saignées, tu vois, quand il y a eu certains propos, que tu te sentes pas à l'aise ou que tu te sentes, comme tu dis, piqué intérieurement, tu vois, dans ton intimité. Et je trouve que c'est tout à fait normal, légitime et après, oui, c'est vrai qu'avec la casquette du podcasteur, on projette plus de justement ce comportement-là d'ouverture, de questions, d'entraide, d'aide, tout ça. Ce que tu fais parfaitement bien, tu vois. Sinon, mais après, je pense que c'est normal de rater parfois, quoi. Je dirais pas que t'as raté même. Je dirais même que t'as peut-être réagi sur le moment même, tu vois. Mais ce qui est normal aussi. Et Vas-y. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, en fait, c'est ma responsabilité de créer un espace où les gens peuvent s'exprimer. Et donc, c'est ma responsabilité de créer les conditions où je peux, moi, poser des belles questions ouvertes. Et si je souhaite donner mon avis, le donner avec soin, tu vois. Et j'ai tout à fait senti qu'avec Jules, j'étais pas dans mes baskets. Et ça n'excuse pas, parce que ça m'est déjà arrivé dans d'autres témoignages. J'ai raté d'autres témoignages. Mais là, il s'avère que, tu vois, j'étais à quelques heures d'un diagnostic à l'hôpital pour mon copain et tout. Et en fait, Jules, il habite pas à Paris. Et j'ai dit, vas-y, non, ok, viens. Enfin, tu vois, je me suis engagé dans un truc. J'ai pas réussi à dire non. Je savais pas quelle était la bonne décision, tu vois. Et je regrette pas du tout. Mais bon, ça, c'est vraiment venu me mettre dans un état... Donc, ma tête était un peu ailleurs pendant l'entretien et tout. Et en tout cas, moi, la conclusion, c'est...
je veux visibiliser que moi, je suis très au clair sur la ligne éditoriale que je veux créer. Et je veux créer quelque chose où, en fait, quelqu'un peut venir dire tout son intime. Et moi, j'ai pas envie de me crisper. Et où, si ça appelle quelque chose en moi, ce n'est pas l'endroit de venir l'empêcher d'être un bon intervieweur. En revanche, de dire « Ah, tu me piques à un endroit », pour justement nommer, pour que ça balaye et que l'autre ait bien l'espace de déplier son discours. Moi, j'ai pas eu l'impression que Jules, j'ai trouvé, a pu totalement déplier son discours autour de l'amour, de tout un tas de sujets. Mais je pense aussi que lui non plus n'était pas forcément apte. Enfin, c'est pas forcément que moi. Je pense que c'est aussi, de son côté, il a amené quelque chose. Oui. Ouais, je le crois aussi. Voilà, en tout cas, merci à cette... Peut-être que ce serait intéressant d'avoir une annexe, dans ce cas, à cette interview-là, où tu poses les questions que tu aurais voulu poser. Ouais, après, il n'y en a pas 2000. C'est plus une oreille empathique. Moi, mon objectif, et c'est une bonne conclusion, moi, j'ai envie de créer un espace où je tire un fil de curiosité et d'empathie, que je sois d'accord ou pas, que ça résonne ou pas pour moi. Ça fait aussi partie du chemin, et je suis très à l'aise de le dire, d'exister, tu vois, parce que moi, je fais le choix de raconter mon jardin secret et mon fil, ça me va, mais dans un deuxième temps, et avant tout, je veux créer un espace d'empathie et de curiosité. Et du coup, d'être très alerte sur si les conditions ne sont pas réunies, ben, fais pas l'interview, en fait. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent de loin, ils ont déjà pris leur billet et tout, je vais pas au dernier moment. Bon, mais en tout cas, dans l'idéal, c'est ça. Ça suffit. Vas-y. Non, mais je veux pas prendre trop de temps, et je suis content d'en avoir parlé, et je te remercie pour tes retours. Lucas, on se lance. Allons-y. Allô. On se lance, et un peu comme je viens de dire là, pour moi, une fois qu'on nomme un blocage, une peur ou un truc, on la balaye un peu et on fait en sorte qu'elle ne va pas nous nuire. À plusieurs reprises, toi, tu m'as dit que tu appréhendais ce moment-là. Parce que t'es pas souvent interviewé, je l'entends. Mais comme la règle du jeu, c'est d'être toi et de te raconter en tirant des fils, de quoi pourrais-tu avoir peur ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer là ? À part des bruits de bouche horribles que tu veux absolument pas. Donc là, depuis tout à l'heure, Lucas se décale de son micro pour avaler. En vrai, je suis très gêné par les bruits de bouche. Pas ceux des autres, mais ce serait, en réécoutant le podcast, être gêné par les miens. Je me dire, oh là là, c'est pas possible, bois de l'eau. Écoute, tu es le bienvenu. Merci. Avec tes bruits de bouche ou sans. Ouais, qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans ta façon de raconter l'histoire ou dans l'histoire que tu as racontée ? Je pense que c'est plutôt une angoisse que j'aurais de dire « Ah, c'est trop, j'en vois tout valser », comme j'ai pu avoir, comme ça aurait pu arriver déjà dans mon esprit lorsque quelque chose me submerge ou lorsque je me sens pas dans ma zone de confort et je me dis « Oh là là, il faut que ça s'arrête », en fait. Ouais. Si ça devait être le cas, on fait ça, on arrête. Ouais. On s'en fout, c'est pas grave. Tu vois, si ça devait être le cas, soit on fait une pause, ou soit on arrête complètement, et puis ce témoignage n'existera qu'entre toi et moi, et ça sera très chouette. Oui. À l'inverse de la peur, pourquoi t'es assis là ? Pourquoi t'es là devant moi ? C'est vrai que c'est une très bonne question, parce que c'est même moi qui t'ai demandé de passer sur le podcast, parce que je pense que même mon témoignage serait très important, non seulement pour moi-même, je sais pas si on pourrait dire thérapeutique, mais en tout cas, il y aurait un peu, tu vois, genre des vertus personnelles, je sais pas comment dire ça, mais un peu, oui, peut-être vertus thérapeutiques, qui me permettraient de voir un peu plus large dans ma façon de voir les choses, et également qui pourraient se rejoindre dans les expériences personnelles et intimes d'autres personnes. Parce que par exemple, j'ai annoncé à un ami que j'ai rencontré d'ailleurs lors d'apéro auditeur, le premier que j'ai fait. Ah ouais, trop cool. Tu t'es fait un pote ? Oui. Génial. Super, oui. Ah, j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup les apéros auditeurs. Il y a beaucoup ce rapport de proximité avec les gens.
Et donc, je lui ai parlé de mon envie de témoigner dans ce podcast et il m'a tout de suite répondu « Ce serait super, s'il te plaît, fais-le ». Parce que moi, il est un peu dans la même situation que moi, je veux dire physiquement, bon pas tout à fait physiquement parce qu'il est quand même plutôt baraque, mais en termes d'expérience aussi, on se rejoint et j'en étais où ? T'inquiète, ouais. En gros, tu disais, moi, ça me met en joie de témoigner pour moi-même, mais aussi... Alors, petit disclaimer, je suis Gémeaux, donc je commence une phrase, j'en commence une autre, et après j'oublie la fin parfois, donc... Les Gémeaux font ça ? Oui. Attends, je suis Gémeaux aussi ? Tu m'insultes ? Non, c'est pas faux. C'est pas faux, ça va dans tous les sens. Oui, voilà. Mais sache que je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah, mais moi aussi. Ah ouais ? Oui. Gémeaux, ascendant Gémeaux. On y croit, ça ? Beaucoup de gens n'y croient pas. Moi, je pense que si on réunit en fait l'horoscope occidental et l'horoscope chinois, on a quelques traits de caractère, personnalité qui peuvent se manifester à certains moments. Mais il faut jamais penser ça, je pense, de manière hyper unilatérale et catégorique, parce qu'on a toujours aussi, c'est même les astrologues qui disent ça, par rapport à nos thèmes astrales et par rapport aux personnes qu'on a fréquentées, ça peut changer comme on d'autres signes. Bon voilà, je vais laisser le sujet là parce que... Non, mais t'as déjà utilisé l'astrologie ou ton signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, dans tes relations amoureuses, romantiques ou sexuelles ? Pas relations amoureuses, sexuelles, non, jamais, mais dans les relations amicales, beaucoup. Soit on en rigole, soit j'ai aussi des amis qui sont aussi très branchés là-dessus, peut-être un peu plus perchés que moi, mais je les respecte beaucoup et... comment dire, ils m'apprennent des choses eux-mêmes. Si tu reviens à ce pote que tu as rencontré dans les apéros entre auditeurs, donc il faut que les gens aillent sur le site internet pour rejoindre le groupe WhatsApp dans les villes où il y a des apéros, ils pourront être tenus au courant. Petite pub. Mais c'est vrai que c'est trop cool. Franchement, moi, je suis trop content. Et toi, c'était à Paris. À Paris, oui. Si tu reviens à ce pote que tu t'es fait et qui te disait, si, vas-y, témoigne. Si tu devais dire le message avant de raconter l'histoire, la finalité, la morale de l'histoire, le message ou les trucs que tu aimerais faire résonner, ça serait quoi ? Ce serait mon histoire personnelle, intime par rapport à mon corps, à ma manière, mon comportement, ma manière peut-être de bouger, de parler. Enfin, je suppose que c'est ça qui a vu premièrement dans la dating life, sur la vie de célibataire, de vie en couple, tout ça. Enfin bon, ça on va ouvrir les questions là-dessus, je pense. Et également sur la racialisation qui se joue et se rejoue beaucoup dans ma vie, de manière, je pense, différente, à différents degrés, parce que j'imagine que il y a d'autres problématiques qui se passent pour les personnes noires dark skin, tu vois, genre vraiment foncées. Et moi, je suis light skin, donc peut-être que voilà, il y a encore des problématiques différentes entre différents individus. Bon, en tout cas, dans mon histoire, ça a joué. Bien sûr. Light skin, ça veut dire peau claire. Ça veut dire noir. Bon, je suis métisse, mais noir, peau claire. Il n'y a pas le même racisme. Je pense qu'il y a le même racisme, mais il y a des choses qui peuvent différer. Et par exemple, sur ce sujet-là, on appelle ça le colorisme, par exemple. Même dans la communauté noire, enfin la communauté, c'est pas vraiment une communauté, mais entre guillemets, je sais pas comment dire, la diaspora, enfin communauté, bref, le mot, utilisez le mot que vous voulez utiliser. Il y a parfois aussi ce genre de discrimination, on appelle ça le colorisme, pour les personnes plus foncées ou les personnes moins foncées. Enfin voilà, c'est des thématiques d'actualité aussi, et on en discute beaucoup aussi avec d'autres personnes. Si je prends une photo là, on est quel jour ? Attends, je regarde mon ordinateur. On est le 10. Mercredi 17 avril. Il est 14h30. Là, tout de suite, t'en es où de ton chemin d'intime ? Là, tout de suite, là. C'est quoi les questions ou la réalité qui t'anime ? Est-ce que t'as eu du sexe récemment ou pas ? Est-ce que t'es en amour connecté avec un ou plusieurs personnes ? Est-ce que t'es célibataire ? Est-ce que tu te poses certaines questions là ? Oui, en effet. En effet. Non, mais il y a beaucoup de choses que tu dis et que je vois qu'on peut ouvrir le sujet là-dessus, donc on va tirer les fils un par un. Déjà, je suis célibataire, et je suis célibataire depuis un moment, depuis très longtemps. On est en 2024. La dernière passive relation que j'ai eue, ça a été quand j'avais 19 ans. Donc, c'était en 2000...
2016, je crois. Ok. 2016 ou 2017 par là. Et donc je dis relation pas si relation parce que c'était un début de relation qui n'a pas pu naître parce que il y avait des obstacles et des embûches. Bon, la personne avec qui j'ai eu cette relation-là, on en avait rediscuté par la suite. Mais bon, voilà, pour faire plus clair aussi, parce que j'évoque le truc sans vraiment donner les faits. Bon, c'était un garçon que j'avais rencontré par une application, quand j'avais 19 ans, que j'habitais à Lyon. Et il était plutôt à la fin, comme ça, je devais le formuler comme ça, plutôt à la fin d'une relation avec une femme. Et donc, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Voilà, pour donner un peu le paysage. Et donc on s'était daté pendant un mois. Ça a été très intéressant, très fort, tout ça. Et au bout d'un mois, moi, je ne pouvais plus. Non seulement j'étais jeune, j'avais pas de maturité par rapport à ça. Comment construire une relation, comment construire une intimité. Bon, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, hein. Mais ça, comment dire ça? Il y a quelque chose qui naissait, mais qui était aussi arrêté en plein milieu parce que je pouvais pas accéder non plus à cette intimité-là, parce que lui, il savait pas trop ce qu'il faisait, voilà, clairement. Et donc au bout d'un mois, c'est moi qui ai dit, on arrête, on en reste là. On se retrouvait, je crois, un an après, parce que j'étais redescendu à Lyon, mais on était amis uniquement. Donc il a eu le temps de faire son chemin aussi. Je pense que j'étais arrivé tôt, mais ça, dans le temps, je l'avais pas compris. J'avais eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s'était passé, et en même temps je me sentais libéré d'être en dehors de cette relation, enfin voilà. Et depuis, donc, je n'ai pas eu de relation sérieuse, bien que j'en veuille et que je sois ouvert à ça, et je me suis énormément pris la tête sur qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, ou alors est-ce que je dois rester célibataire toute ma vie, que c'est ma mission de vie, en fait, de faire mes affaires seul et de m'accomplir en tant que personne seule, sans chercher l'intimité, la tendresse et l'affection de quelqu'un. Bon, ça peut être là, quand je dis à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu fumeux, tu vois, mais je me suis vraiment posé ces questions-là. Je me suis dit, en fait, peut-être que la vie fait que tu n'es pas fait pour être en histoire de couple, et tu dois laisser ça comme ça et continuer ta vie comme elle est, et de construire. Et voilà. Enfin, je suis encore dans ce circuit de construction de ma vie en tant qu'artiste, de ma vie en tant que personne racisée, mon identité, tout ça. J'ai noté dans mes notes un peu fouillis, voguing. En effet. Pourquoi j'ai noté ça? Parce que je suis vogueur et que j'en fais depuis plusieurs années. Oui, et je suis d'ailleurs... vous pouvez me voir d'ailleurs dans la scène ballroom parisienne. Il y a des vidéos sur YouTube aussi, on peut me voir dessus. On mettra en lien du descriptif de l'épisode. Volontiers, c'est tu m'enverras, ouais, grave. Et donc je pratique le Butch Queen Vogue Femme, ce qui veut dire mot à mot le Butch Queen qui est homme gay et Vogue Femme qui est la danse Vogue. Donc c'est du Vogue, la catégorie s'appelle Butch Queen Vogue Femme parce que c'est du Vogue pour des hommes gays. Butch Queen Vogue Femme. Vogue Femme. Voilà. Ok, j'ai rien compris. Alors qu'en plus, je suis super intéressé et que je pense pas être complètement déconnecté. Mais Butch Queen, pour moi, Butch, c'est justement aspect masculin. Butchy, Butch, non? Oui. Alors, je peux t'expliquer, parce qu'il y a tous les termes dans la ballroom. On peut en écrire tout un livre, en fait. Ouais. Mais donc déjà, en guise de préambule, les codes de la ballroom sont justement écrits pour que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. Ils sont partis en fait de cette volonté de vouloir représenter tout le monde et que tout le monde ait sa place aussi, parce qu'on n'avait déjà pas nos places dans la société extérieure, et on était marginalisés et mis sur le côté. Donc la ballroom, bon, déjà c'est une scène qui a été construite premièrement par des femmes trans black et latinas aux États-Unis dans les années 70, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. À New York. Ouais. Oui, voilà. Le documentaire Paris is Burning. Voilà, par exemple. T'es d'accord? Oui, bien sûr. C'est un très bon. Quand tu dis c'est une scène, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ça veut dire c'est un mouvement artistique. Oui. Qui s'organise au travers de rencontres. Non, mais j'essaie, tu vois, d'imaginer quelqu'un qui sait pas ce que c'est. Oui. Ça veut dire quoi? Une scène, tu vois? Parce que moi, dans ma tête, je me dis peut-être c'est un bâtiment à Paris, mais non.
Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et donc, dans ces rencontres artistiques plutôt axées danse, t'es d'accord? Oui. Il y a différentes catégories, donc comment on pourrait dire? Oui, on appelle ça comme ça, des catégories. De New York. Un type de danse? Ouais, je pense que je vais faire un petit historique vite fait parce que ça permet de comprendre un peu, et vu que c'est aussi une scène de nos jours qui est beaucoup regardée et très sollicitée. Déjà, ça a été construit donc par des femmes trans, black et latinas et par d'autres personnes aussi. Et maintenant, on fait corps avec plusieurs différentes identités, personnes, tout ça. Et tout le monde est accepté, c'est le but de la ballroom. Et donc, de New York, ça s'est exporté à Paris aux alentours de 2005 par une vogueuse qui s'appelle la Alessandra Ninja et aussi Nikki Gucci, qui sont deux figures emblématiques de la scène parisienne. Et voilà, depuis, elles ont consolidé la scène et avec l'aide de beaucoup d'autres personnes aussi, qui seraient vraiment bien de citer, mais que je n'ai pas le temps de citer parce qu'il y a énormément de gens et qui ont fait beaucoup de travail. Je suis très très reconnaissant d'être dans cette scène-là aussi, parce qu'on m'apprend beaucoup de choses aussi. Et c'est par là aussi que j'ai redécouvert ma couleur de peau. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais... pas forcément, je trouve, parce que c'est aussi un endroit où ta couleur de peau, c'est un des éléments de ton chemin d'intime et de sexualité. Enfin, c'est une des choses que tu peux rencontrer quand tu te poses des questions ou que tu poses des agissements de sexe. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais tu sais ce que je veux dire? Genre, au final, c'est tout ton corps que tu amènes dans un rapport intime. Et ton corps est composé de tout un tas de trucs, t'es d'accord? Exactement. On va au bout de chacun des sujets. T'expliques rapidement Queen Butch. Ah oui, Butch Queen. Butch Queen, c'est quoi le mot entier de ta catégorie? Butch Queen, Vogue Femme. Ok, en gros, Butch Queen, c'est les hommes gays. Après, il y a des hommes gays masculins, des hommes gays féminins, ça n'a pas d'importance, c'est dans Butch Queen. À partir du moment où tu te dis homme gay. Enfin, en tout cas, que tu es homme cis gay. Ok. Voilà. Sinon, il y a d'autres catégories. Voilà. Il y a Femme Queen qui sont les femmes trans. Il y a Non-Binary aussi qui arrive maintenant. Voilà, plusieurs catégories. Women aussi. Voilà, il y a des women, femmes hétéros qui sont dedans. Voilà. Et l'autre partie de la catégorie, du nom de la catégorie, Vogue Femme. Vogue Femme, voilà. C'est un type de voguing. Voilà, c'est un type de voguing. Et il y a plusieurs types de voguing. Voilà, j'essaie de brosser vite fait. Ouais, mais vas-y. Mais il y a All Way, New Way, Vogue Femme. Donc le premier, ça a été All Way. C'est ce qu'on voit dans Paris is Burning, par exemple. C'est des poses plutôt militaires qui vont chercher les lignes, qui peuvent donner une idée un peu plus masculine aujourd'hui, bien que beaucoup de femmes queens, justement, les femmes trans en ont fait dans les années 70 et 80 et 90. Puis est arrivé le New Way, parce que les circassiens, c'est un peu la légende, les circassiens se sont intéressés au voguing et donc ont donné des contorsions, plutôt c'est aussi très militaire, mais beaucoup plus tordu. Enfin, le corps se tord dans tous les sens. Tout ça, je suis incapable de faire ça. Et Vogue Femme, qui est la dernière, qui est vraiment représentative des femmes trans, parce que ce sont elles qui ont initié la catégorie et qui ont eu marre, enfin, je pense, de ce qu'on tient un peu la légende aussi. On ne sait pas, on n'a pas d'archives, mais qui ont eu marre de faire du Hallway et qui se sont dit qu'on va faire du Vogue Femme, donc qui est un Vogue beaucoup plus féminin et qui vont plus chercher en fait le corps, des lignes, mais complètement différentes aussi. Il faut le voir pour le croire. Voilà. Paris is Burning est disponible gratuitement sur YouTube, mais je sais pas s'il a été piraté et que c'est mal et qu'il faudrait que les gens payent. En tout cas, moi je l'ai vu gratuitement. C'est un vieux documentaire, les gens peuvent aller trouver ça sur YouTube. De Jenny Livingstone, d'ailleurs. On mettra dans le descriptif. J'essaie de faire un pont. Là, on a commencé, je t'ai dit, ok, on prend une photo là aujourd'hui, j'arrête pas d'oublier la date, le 17 avril. T'en es où de ton chemin? Tu n'as pas répondu à la question et tu m'as ramené à ta toute première relation. Tu as dit, j'ai pas de relation, c'est ça que je cherche. Et j'en ai eu une, mais qui s'est arrêtée. Et puis, c'était pas trop possible. Et je me pose la question, mais en fait, peut-être je devrais être célibataire, c'est ainsi. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Pour moi, il y a un lien direct entre sa performance artistique et son intime. Donc, les gens qui sont là à écouter et qui se disent, mais c'est quoi le rapport entre le voguing et les histoires d'amour ou de sexe de Lucas? Ben, moi, j'ai la croyance que notre jardin, en fait, l'art est un engrais pour notre jardin intime. Bon, ça, c'est ma croyance. Et donc, ma question, c'est, pourquoi c'est un peu bête comme question, mais génial, il y a une scène ballroom à Paris que tu côtoies, donc tu dois rencontrer des gens super qui sont pas dans ces cases virilistes, bêtes et racistes,
pourquoi ne rencontres-tu pas l'amour ou de jolies choses là-bas? As-tu déjà rencontré l'amour et de jolies choses là-bas? C'est une très très bonne question. Et non, je n'ai pas rencontré l'amour là-bas non plus. Ok. Bien que je ne sois pas en recherche quand je vais là-bas dans les... je me dis pas, je vais dans le bowl pour trouver forcément quelqu'un, mais voilà, je suis pas fermé à ça non plus. Mais je pense que les problématiques de l'extérieur se sont aussi répercutées dans la ballroom, parce que c'est pas une bulle séparée de la vie extérieure, c'est quand même on est toujours en déconstruction, en questionnement de nous-mêmes, de nos rapports aux gens, mais les problématiques peuvent être aussi les mêmes que celles de la société extérieure. Je parle pas de couleur de peau, de racisme, parce que on est quand même au fait et on est quand même des personnes concernées par ça, mais des questions sur justement la virilité, sur qu'est-ce qui fait que telle personne est attirante ou pas. Par exemple, moi, j'ai des personnes autour de moi qui sont, je vais le dire comme ça, mais qui ont des corps assez musclés, tu sais, assez, et qui n'ont aucun souci d'avoir des relations, que ce soit amoureuses ou sexuelles, tout ça, avec d'autres personnes de la ballroom ou extérieures. Mais en même temps, petite parenthèse, c'est qu'aussi les gens évitent de dater dans la ballroom parce que ça peut... Voilà, il y a tout ce truc on aime parler, tu vois. Oui, oui. C'est un peu comme... oui. La cour de collège, tu vois, un peu. Oui, ou au travail, où tu te dis, c'est quand même des gens que je côtoie de toute façon. Mais mettons les mots, en fait. Toi, tu dis, puisque je suis noire, ou métisse, je sais pas quel terme tu veux que j'utilise, et que je suis plus fin et plus féminin, ces termes, lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'attire, il te rejette, il te dit non merci. C'est ça, concrètement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Ouais. C'est-à-dire, si tu m'amènes la dernière fois, est-ce que tu peux m'amener la dernière fois où tu as fait une rencontre avec quelqu'un et tu t'es dit tu avais tous tes petits drapeaux et tes radars qui étaient en... combien de fois c'est arrivé, ça? En ébullition. Ah, petit cœur d'artichaut. Un peu, oui. Non, c'est pas négatif. Non, pardon, il n'y a pas de sous-entendu, mais en tout cas, ouais. Donc ton cœur s'anime. C'est pas pénurie de désir, il y a des envies. Et ramène-moi à la dernière fois et raconte-moi comment ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant de poser la question comme ça, parce que j'ai justement une expérience dernièrement qui s'est produite et que je n'ai toujours pas compris un peu dans mon esprit, parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu cérébral, moi. J'ai besoin de comprendre parfois les choses, dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin voilà. Du coup, ça s'est passé dans une soirée parisienne gay, qui était d'ailleurs, si vous connaissez la Bellevilloise, dans Paris, il y a quelques semaines, non, il y a que je crois un mois, c'est de l'ordre d'un mois. Et donc un garçon me plaisait beaucoup dans la soirée. Il était aux alentours de 1h du matin et je le voyais danser. Il avait un corps assez élastique, un peu costaud là aussi, mais l'idée qu'on peut se faire un peu d'un homme gay attirant, tu vois, un peu costaud, un peu barbu, il était blond pour l'occurrence. Attends, l'idée qu'on peut se faire, oui. C'est-à-dire attends. Vas-y, dis-moi. Non, mais toi, t'as vraiment, dans ton ressenti et dans ta façon de naviguer le monde gay, entre guillemets, je sais apparemment, ce que je comprends du monde gay, c'est que tu côtoies, c'est le voguing ou des soirées. Tu vois une uniformisation peut-être. En fait, tous les gens ont des désirs envers les mêmes personnes, c'est ça. Donc ce on-là, c'est tous ces gens, c'est ton ressenti. C'est vrai que j'ai compris que tu n'es pas le on. Ah ben ouais, parce que moi, tu me décris pas du tout le corps qui m'attire. Mmh. Du coup, je suis là, C'est vrai que c'est le corps qui t'attire, toi. Pas que. C'est un des corps qui m'attire, oui. Mais c'est... en tout cas, c'est le corps qui est le plus montré et le plus représenté dans les médias. Et, que ce soit dans les médias, dans les magazines, dans le porno aussi. C'est quand même... ce type de corps, c'est-à-dire musclé, généralement blanc, plutôt blanc, mais bien qu'il y ait d'autres couleurs de peau, de personnes de couleur de peau qui soient représentées. Mais souvent musclé, muscles saillants, pas trop poilu, et avec par contre de la pilosité faciale
pour faire justement, pour rejoindre peut-être cet idéal de virilité, je sais pas. Ok. Après, il y a aussi des twinks. Il y a une catégorie qui s'appelle twink sur les sites porno, de mecs plutôt blancs, hein. Non, je crois que c'est plutôt mec blanc, fin, sans, j'ai l'impression, et sans poils. J'ai l'impression. Et d'ailleurs, cette catégorie me fait assez peur, moi, parce que je vois beaucoup le rapport un peu de pouvoir sur le jeune et le vieux. Et d'ailleurs, si je colle un peu à mon expérience, souvent, lorsque j'attirais des hommes, ça a été des hommes assez vieux. Des hommes de 50 ans passés, qui pouvaient être très classe, très élégants, comme aussi très vulgaires et très libidineux, si je peux dire comme ça. Mais je me suis aussi posé la question là-dessus, et je me disais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui manifestent un peu leur attirance vers moi sont des hommes assez vieux. Je te propose qu'on revienne dans la soirée. D'accord. Tu vois au loin cet homme un peu baraque, un peu poilu, tout comme, en tout cas, une case que toi t'identifies comme bien attrayante. Je te rejoins là-dessus. C'est en effet qui est souvent vu, etc. Avec un corps élastique. Oui, parce qu'il dansait et une danse assez endiablée, tu vois. Okay. C'était sur des sons techno, house, tout ça. Donc, et là, ton petit cœur se met à vibrer. Oui. Tu t'élances ? Non, justement pas. Parce que là, je le voyais de loin et tout de suite, je me suis dit, ce n'est pas la peine que tu essaies. Ce n'est même pas la peine parce que non seulement le lieu, la projection que j'ai du lieu fait que il pourra pas matcher ma vibe parce que, je sais pas, il y a plein de garçons très 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 beaux tout autour. Et d'un autre côté, je me disais, je vais me faire rejeter. Forcément, je vais prendre un rejet. Bien que ce soit pas non plus la mer à boire de prendre un rejet, mais j'ai l'impression que ce rejet est relié à multiples rejets que j'ai pu avoir dans différentes parties de ma vie. Et du coup, peut-être que j'ai un peu de mal comment on dit ça, à l'endurer, en fait. Peut-être que je me sens un peu submergé par ça. Et c'est vrai que parfois, c'est arrivé d'avoir eu un rejet par un garçon que je trouvais assez mignon. Et moi, je suis arrivé de manière très maladroite en disant « Voilà, tu es très beau, je sais pas, il y a un truc chez toi, machin. » C'est ce qu'on peut dire un peu dans des phrases d'approche et me dire « Ah non, désolé. » Donc, ou alors, qui ne me regardait même pas et qui tournait le visage, j'étais en mode « Oula !» Et là, je l'ai pris vraiment de manière très lourde Et bon, si je peux faire une image un peu grossière, c'est un jour, ça m'est arrivé ça et j'avais écouté du Céline Dion dans mes oreilles et j'étais en train de pleurer. Genre, oh non, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Ouais. Toi, donc ce rejet, tu le vis dans ton cœur, tu l'as vécu, et après tu le vis dans ton cœur, et du coup, tu le vis par anticipation. Donc là, à cette soirée-là, tu n'es pas allé essayer. C'est vrai. Tu l'as regardé de loin, tu lui as envoyé des petits signes ? Non ? Non, parce que je n'osais pas du tout. J'étais complètement verrouillé. La stratégie de « je vais danser autour » en lui jetant 2-3 regards pour voir s'il me jette aussi des regards, on a fait ou pas ? J'ai pu le faire, oui. Mais en tout cas, dans cette expérience-là, c'est que c'était même pas pensable parce que je suis pas vraiment parti du constat que c'était mort, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais je projetais un peu ce truc de beauté chez lui, d'attraction, un peu de l'idée, entre l'idéal gay, tu vois, du mec assez beau. Et moi, je suis complètement en dehors de ça. Bon, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je sais bien aussi que je me construis mon identité différemment, tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Ou je sais pas si c'était par rapport au corps, si c'était par rapport au lieu. Mais j'avais beaucoup de difficultés à me dire, en fait, c'est peut-être possible, tu vois. Et j'essaie de travailler comme ça dans mon esprit, un peu dire, c'est peut-être possible et que c'est peut-être toi, en fait, qui, dès le départ, te sabote complètement, quoi. S'il avait été, justement, tu disais que t'es souvent dragué par des hommes plus vieux. S'il était exactement lui-même, mais 30 ans de plus, là, tu te serais dit, c'est peut-être possible ? Je pense, oui. Ok, mais il t'aurait pas forcément attiré. Ça dépend, voilà, c'est pas la même personne. Mais ce que j'entends, c'est que, est-ce que c'est le cas, pour te protéger, ton cerveau a créé des conditions. En fait, ton cerveau te dit avant, ça c'est possible, ça c'est pas possible, selon un set de critères, quoi, et qui vient de ton expérience, de tes expériences passées,
de rejet et de validation, c'est ça ? Exactement, c'est même pour ça que je suis venu au podcast, c'est pour avoir des retours assez illuminés. Non, c'était une vraie question. Oui, je confirme. Ok. Oui. C'est des techniques de survie, en fait, je pense, de protection, comme tu dis. Oui. Ouais. Ah, ça me parle énormément. Ça me parle parce que j'ai exactement la même chose, on n'a pas du tout le même chemin et on n'a pas les mêmes enjeux, mais moi, sur Grindr, je vois un profil et j'ai mon cerveau qui dit, genre vraiment, c'est mort parce que, et là il me sort 2 raisons. Moi souvent c'est des corps musclés. Voilà, c'est mort parce qu'il est musclé. Et du coup, comme mon cerveau dit ça, je vais contacter la personne en me reconnectant à des vécus avec des personnes musclées qui m'ont dit « Ah, t'es trop mon style ». Et donc, je court-circuite mon cerveau en me disant « Non, c'est possible, rappelle-toi ». Mais du coup, il faut avoir au moins un contre-exemple pour que mon cerveau se court-circuite. Je te dis pas du tout que c'est quelque chose que toi, tu peux faire. Parce qu'après, je trouve qu'il y a des endroits de santé mentale, il y a des moments où on a tellement été rejeté, où on a une expérience de vie qui fait qu'en fait, on ne peut plus... ma petite astuce fonctionne pas et c'est pas un problème. En tout cas, sur moi, ça fonctionne parce que j'arrive à court-circuiter en disant non, regarde, ce mec bodybuildé ou je sais pas, musclé ou machin, c'est son kiff. Et ça m'intéresse d'ailleurs de souvent sur Grindr et autres d'avoir des gens. Moi, j'ai le préjugé qui, puisqu'ils sont ainsi, ils sont ultra musclés, ultra poilus, ils sont forcément attirés par des 1, 2, 3. Et je les entends dire qu'ils sont attirés par je ne sais quelle autre catégorie. Je me dis, et je prends ces petits exemples pour venir créer une sorte de potion du possible. Parce que si je ne contacte pas la personne sur Grindr, jamais elle pourra me dire qu'elle m'apprécie en retour. Enfin, parfois, ils répondent même pas. Parfois, ils répondent même pas. Non, mais tout n'est pas parfait. C'est la fin de notre partie 1. Je te propose que nous continuions notre conversation après pour toi et moi, une courte pause. Volontiers. Pour les auditeurs, ça sera quelques jours pour la suite de ton discours. Ça rime. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.